Je m'appelle Ava Bennett. J'ai 30 ans. Et le jour où mon père a décidé de fêter le fait qu'il me mettait à la porte de chez lui, il l'a fait comme s'il inaugurait une grande surface. Je me suis garé dans l'allée pour récupérer mon dernier carton et j'ai vu une banderole géante en vinyle tendue au-dessus du garage, en lettres rouges capitales, « Adieu, la parasite. Ne reviens pas. » Le barbecue fumait. La musique country hurlait. Les gens riaient comme s'il s'agissait d'une sorte de fête de quartier. Depuis la terrasse, une voix ivre a crié qu'une femme de 30 ans sans véritable carrière devrait avoir honte de vivre au crochet de ses parents. Une autre voix a hurlé que ma pauvre famille m'avait supporté assez longtemps. Puis quelque chose a frappé le côté de ma voiture. Un hot dog. Quelqu'un a crié « Voilà ton dernier repas gratuit, pauvre naze ». Même les enfants pointaient du doigt. Je suis resté là, serrant mes clés si fort qu'elles s'enfonçaient dans ma paume. Et le plus étrange, c'était ceci, personne là-bas ne pensait mentir. C'était l'histoire qu'ils s'étaient racontée si souvent qu'ils y croyaient. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. Je suis entré, j'ai ramassé le dernier carton d'archives dans la buanderie, je suis ressorti et j'ai pris une photo de la banderole avec tout le monde souriant en dessous. Mon père m'a vu faire et a ricané, comme si je prenais enfin un souvenir de l'endroit qui m'avait sauvé. Je suis parti sans dire un mot. 2 semaines plus tard, mon téléphone s'est éclairé de messages que je n'aurais jamais cru recevoir. Parle-moi maintenant. S'il te plaît, rappelle-moi. Je t'en supplie. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est chez vous en ce moment et d'où vous regardez ceci. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. La version que ma famille racontait à tout le monde était simple, propre et humiliante d'une manière que les gens adorent parce qu'elle leur permet de se sentir supérieurs. J'avais 30 ans, j'étais divorcé avant même de m'être marié parce que les fiançailles avaient rompu. Je travaillais sur un ordinateur portable, vivant chez mon père, et j'étais censé dériver dans la vie pendant que tout le monde me portait. Cette histoire passait très bien lors des barbecues de l'église, dans les allées du quartier et sous les publications Facebook où les gens adorent écrire des choses comme « l'amour vache »,« ça marche » ou « peut-être que ça va enfin la faire grandir ». La vérité était plus complexe, plus silencieuse et bien plus utile pour eux si personne ne la disait jamais à voix haute. J'étais revenu chez mon père 3 ans plus tôt, après que son entreprise d'enseigne a commencé à perdre énormément d'argent. Bennett Graphics & Install tournait plutôt bien autrefois, fabriquant des enseignes de devanture, des monuments signalétiques, des présentoirs de salons professionnels et des habillages en vinyle pour les petites entreprises autour de Phoenix. Puis les coûts d'approvisionnement ont explosé. 2 gros clients commerciaux ont payé en retard. Un projet a été bloqué à cause de problèmes de permis. Et soudain, l'entreprise qui semblait solide de l'extérieur survivait de semaine en semaine grâce à des vapeurs d'essence et du bluff. Mon père faisait ce qu'il faisait toujours quand les choses tournaient mal, il parlait plus fort. Il blâmait les jeunes travailleurs, les clients paresseux, l'économie, les immigrés, les réglementations, les femmes à des postes de direction, et finalement moi. Jamais lui-même. Ce qu'il ne mentionnait jamais, c'est que j'étais la raison pour laquelle l'entreprise ne s'était pas effondrée 2 ans plus tôt. Je n'avais pas le genre de travail que ma famille respectait, car ils ne respectaient que les métiers impliquant des bottes de sécurité, des uniformes ou un signe visible d'épuisement. Je travaillais à distance en tant que coordinatrice d'appels d'offres et consultante en opération en freelance. J'aidais des fournisseurs régionaux, des petits entrepreneurs et des sociétés de maintenance à organiser leurs dossiers de fournisseurs, à peaufiner leurs propositions, à suivre les échéances, à réécrire les cahiers des charges et à éviter que leur documentation ne tombe en lambeaux avant qu'ils ne puissent décrocher des contrats. C'était bien payé parce que la plupart des gens détestaient ce travail et que la plupart des entreprises étaient nulles pour le faire. J'étais doué pour les systèmes, les délais et pour anticiper les catastrophes. Cela me rendait précieuse pour les inconnus et invisible pour ma famille. Au début, aider mon père était temporaire. C'était le mensonge que je me racontais parce que la vérité était plus dure à avaler. Le premier mois, j'ai juste réorganisé quelques factures. Le deuxième mois, j'ai corrigé un renouvellement de permis oublié qui lui aurait coûté un compte municipal. Ensuite, j'ai remarqué qu'il ne reversait pas correctement la taxe de vente. Puis, j'ai trouvé des contrats de location d'équipements configurés pour se renouveler automatiquement à des tarifs absurdes. Enfin, j'ai réalisé que la moitié de ces créances étaient fictives parce qu'il ne faisait pas de suivi approprié et qu'un comptable était parti sans rien laisser de propre. Chaque fois que je réparais une chose, 2 autres surgissaient derrière,
comme de la moisissure sous une cloison sèche. Il ne me présentait jamais comme la femme qui maintenait son entreprise en vie. Il me présentait en disant « Ma fille est en train de chercher sa voie en ce moment ». Quand des clients appelaient pendant le dîner et que je sauvais un contrat de l'implosion, il agissait comme si j'avais fait quelque chose de mignon par accident. Quand je négociais des plans de paiement avec les fournisseurs pour qu'ils ne bloquent pas son compte, il disait aux proches que je passais l'essentiel de mon temps à répondre à des emails. Quand j'ai comblé un trou dans la paix un vendredi parce qu'il aurait préféré mourir plutôt que d'admettre qu'il ne pouvait pas payer ses installateurs, il a appelé cela un prêt, puis a ri plus tard en disant « Dans une famille, on ne compte pas, cette phrase est importante. Retenez-la. » Car les familles comme la mienne ne disent cela que lorsqu'elles profitent du fait que personne ne compte. J'ai payé bien plus que les courses. J'ai couvert les abonnements au logiciel. Les factures de services publics impayées liées à l'atelier de l'entreprise, les frais de remise en vigueur de l'assurance d'une des camionnettes, les frais d'expédition express sur du matériel qu'il avait oublié de commander. Et 3 dépôts de fournisseurs distincts qui auraient tué des projets en cours s'ils avaient été rejetés. Je n'ai jamais tout payé d'un coup, et c'est pour cela que c'est resté caché. J'ai payé la différence, le manque à gagner, le montant nécessaire pour empêcher la machine de hurler assez fort pour que les étrangers l'entendent. Mon père détestait que je travaille à la maison parce que, pour lui, la visibilité était la moralité. S'il ne voyait pas de sueur, alors le travail ne comptait pas. Il traversait la cuisine en disant des choses comme « ça doit être bien agréable », alors que j'étais au téléphone pour essayer d'empêcher l'annulation d'un contrat qui lui aurait coûté 11 000 $. Il faisait des blagues au dîner sur mon petit passe-temps informatique, puis me demandait 1 heure plus tard si je pouvais réécrire une réponse à un fournisseur parce qu'ils utilisaient trop de grands mots et qu'ils pensaient que le client avait l'air furieux. Il traitait ma compétence comme un appareil ménager, utile quand on en a besoin, embarrassant quand on le reconnaît. Le reste de la famille suivait son exemple car, dans les familles comme la nôtre, le mépris dégringole de celui qui a la voix la plus forte. Ma sœur cadette a appris très tôt que se moquer de moi lui valait une approbation. Mon oncle s'est greffé à l'entreprise de mon père après que sa propre vie a calé, oscillant entre travaux d'installation, vente à moitié convaincante et beuverie du week-end qui débordait sur la semaine. Ma grand-mère enveloppait chaque cruauté de citations bibliques et de sollicitudes. Personne n'avait besoin de coordonner tout cela. C'est le génie d'un système familial toxique. Une fois que la hiérarchie est claire, tout le monde sait comment jouer son rôle sans répétition. Ce qui a changé n'était pas leur opinion sur moi. Ce qui a changé, c'est que mon père a commencé à parler de vendre la maison et de prendre plus petit. Et j'ai enfin réalisé qu'il croyait à son propre mythe. Il pensait qu'il m'avait porté. Il pensait que le toit sur ma tête prouvait sa générosité. Il pensait que, parce que je ne lui envoyais pas de facture, les années de travail caché et d'argent d'urgence ne comptaient pour rien. Il croyait vraiment que si je partais, la seule chose qu'il perdrait serait le désagrément de me voir dans la cuisine. Puis, un vendredi soir, je l'ai entendu dans le jardin dire à mon oncle et à un voisin qu'il pensait me donner 90 jours pour partir parce que, peut-être, toucher le fond ferait enfin d'elle une femme. Ils ont ri. Ma sœur a ri aussi. C'était la première fois que je cessais de me sentir blessé pour commencer à me sentir lucide. Je ne l'ai pas affronté. J'ai commencé à documenter. Les gens pensent que la vengeance commence par la colère. La mienne a commencé par des feuilles de calcul. Pas parce que je suis froide, mais parce que la rage, dans les familles comme la mienne, est instantanément réécrite. À la seconde où vous pleurez, vous êtes instable. À la seconde où vous élevez la voix, vous êtes irrespectueuse. À la seconde où vous vous défendez, vous prouvez leur point de vue. L'épreuve était le seul langage que mon père ne pouvait pas interrompre. Et même là, il essaierait. Alors, j'ai construit un dossier sur tout, pas seulement l'argent. La dépendance. J'ai fait une chronologie remontant à 30 mois. Chaque fois que j'avais comblé un manque pour Bennett Graphics & Install, c'était consigné. Chaque paiement express, chaque renouvellement de logiciel, chaque commande de matériel d'urgence que j'avais avancé avec ma carte. Chaque frais de permis payé en ligne parce que le portail de la ville les aurait bloqués. Chaque transfert pour les cartes de carburant. Chaque facture que j'avais corrigée avant qu'un client ne la rejette. Chaque dossier d'appel d'offres que j'avais assemblé sous mon propre compte de freelance parce que mon père avait manqué la date limite de soumission et m'avait ensuite supplié de le sauver. Chaque SMS où il disait « Tu peux juste t'occuper de ce petit truc ».
Chaque message vocal de mon oncle me demandant si je pouvais envoyer quelques centaines de dollars pour empêcher la saisie de la camionnette avant lundi. Chaque message de ma sœur me demandant d'avancer son loyer parce que papa a dit que les temps étaient durs et qu'elle me rembourserait après un contrat publicitaire. Et chaque fois qu'elle ne l'a pas fait. Le total après 3 ans m'a fait me redresser sur ma chaise et fixer l'écran. Ce n'était pas seulement beaucoup. C'était grotesque. Le soutien à l'entreprise seul avait dépassé les 112 000 $, si l'on incluait les choses que j'avais payées directement et celles que j'avais empêchées de devenir des pertes catastrophiques. Le soutien personnel à la famille poussait le chiffre encore plus haut. Le chiffre réel était plus difficile à calculer car le travail non rémunéré n'a pas de reçu évident. Combien vaut le fait d'empêcher une entreprise familiale de se noyer dans la stupidité administrative? Combien vaut le fait d'intercepter un avis fiscal avant que l'État ne gèle le compte? Combien vaut le fait de savoir que chaque dîner calme qu'ils ont savouré provenait de quelqu'un d'autre resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour réparer ce qu'ils avaient cassé? J'ai imprimé les chiffres quand même. À peu près au même moment, j'ai reçu une offre d'un client régulier dans le Colorado. Pas un emploi à plein temps exactement, mais un long contrat avec assez de stabilité pour que je puisse déménager, louer mon propre logement et arrêter de construire ma vie autour de gens qui ne m'aimaient que lorsque j'étais utile et invisible. J'ai signé le contrat et versé une caution pour un appartement d'une chambre à l'extérieur de Denver. Je n'ai rien dit à personne. J'ai loué un petit garde-meuble près de l'autoroute et j'ai commencé à sortir mes affaires par l'eau, si progressivement que personne n'a remarqué. Les vêtements d'hiver une semaine, les livres la suivante. Le matériel de cuisine que j'avais acheté moi-même. L'écran coûteux que mon père pensait être apparu par magie. Peut-être que cela semble calculé. Ça l'était. Quand on grandit dans une famille où chaque limite devient un débat, le secret commence à ressembler moins à de la malhonnêteté qu'à de l'oxygène. Mon père m'a devancé pour le discours formel d'expulsion d'environ 6 jours. Il m'a coincé dans la cuisine un mardi matin, alors que je révisais un dossier de conformité fournisseur, et m'a dit qu'il voulait que je sois parti d'ici la fin du mois. Il a utilisé ce ton que les gens emploient quand ils attendent des applaudissements pour leur cruauté. Il a dit qu'il faisait cela parce qu'il m'aimait assez pour arrêter d'entretenir ma dépendance. Il a dit qu'aucun homme de valeur ne respecterait jamais une femme qui s'appuyait encore sur son père à 30 ans. Il a dit qu'il était embarrassé quand des clients passaient et voyaient ma voiture là pendant la journée. Il a dit que j'avais besoin d'un vrai travail, de mon propre chez moi et d'un électrochoc. Je lui ai posé une question. Tu veux que je sois parti ou tu veux un public quand je partirai? Il a ricané et a dit, peut-être les deux. Cela aurait dû être le moment où je lui disais tout. Cela aurait été satisfaisant pendant environ 10 secondes, mais j'avais passé des années à observer comment il fonctionnait. Mon père pouvait survivre aux faits s'il les entendait en privé. Il les recadrerait, les nierait, me traiterait de dramatique, et dès le déjeuner du dimanche, l'histoire serait que, l'instable Ava, avait essayé de le faire chanter après qu'il l'ait amoureusement encouragé à voler de ses propres ailes. Non. Si la vérité devait porter ses fruits, elle avait besoin de témoins. Mieux encore, de conséquences. Il m'a donné jusqu'au samedi pour vider les lieux. J'ai hoché la tête comme une femme trop honteuse pour discuter. Ce que j'ai fait en réalité, c'est finir de déménager tout ce qui avait de la valeur dès le jeudi. Vendredi soir, j'ai coupé les derniers prélèvements automatiques de secours que j'avais discrètement liés au compte de service public et de service de l'entreprise. J'ai retiré ma carte du portail fournisseur. J'ai informé un fournisseur que les futures commandes d'urgence nécessiteraient l'approbation de la direction. J'ai envoyé 2 brouillons de factures en retard à des clients depuis l'email de l'entreprise exactement comme ils l'avaient demandé, sauf que cette fois, je n'ai pas adouci le langage ni essayé de le faire paraître compétent. J'ai simplement transféré ce qu'il avait dicté auparavant, mot pour mot. On est surpris de voir à quel point le respect s'évapore vite quand les gens s'entendent parler sans traducteur. Samedi après-midi, je suis revenu pour le dernier carton et je suis tombé en plein dans le barbecue de l'enfer. Plus tard, les gens demanderaient si la banderole m'avait choqué. Honnêtement, non. La banderole n'était que l'honnêteté affichée sur un support physique. Elle disait la vérité sur la façon dont ils parlaient de moi depuis des années quand ils pensaient que je ne pouvais pas les entendre. Adieu, la parasite. Ne reviens pas. Ce n'était pas une cruauté inventée pour une fête. C'était la profession de foi de la famille, enfin imprimée en grand pour les voisins. L'homme ivre sur la terrasse, c'était mon oncle Dean,
transpirant dans une chemise de pêche et brandissant une bouteille de bière comme s'il faisait un sermon. Ma sœur Kelsey était près du barbecue en short et maquillage complet. Elle enregistrait déjà des extraits de la fête pour les réseaux sociaux, parce que l'humiliation est plus amusante quand on peut la monter avec de la musique. Ma grand-mère Lorraine était assise sous un parasol avec cette expression pincée qu'elle utilisait dès que la méchanceté était pratiquée au nom de la vertu. Mon père, Richard Bennett, portait un tablier qui disait « Patron du grill », comme si l'univers l'avait personnellement validé. Il m'a vu m'arrêter dans l'allée et a écarté les bras comme s'il m'accueillait à mes propres funérailles. « Regardez qui vient enfin réclamer ses déchets », a-t-il dit. Les voisines ont ri parce que ce genre de cruauté semble plus sûr quand elle est enveloppée de soleil de banlieue et de plats d'accompagnement. Je suis passé devant eux tous pour entrer dans la maison jusqu'à la buanderie où mon dernier carton m'attendait avec une note au marqueur noir sur le dessus, kit de démarrage. À l'intérieur, il y avait des lingettes assouplissantes, des nouilles instantanées, un rouleau de sacs poubelles à moitié utilisé et une liste imprimée de résidences d'appartements en ville, comme s'ils faisaient la charité à un raton laveur qu'ils auraient piégé sous la terrasse. Cela a failli me faire réagir. Pas parce que ça faisait mal, mais parce que c'était tellement théâtral et stupide. Quand je suis ressorti, Dean criait que ma pauvre mère aurait honte si elle pouvait voir ce que j'étais devenu. Ma mère était morte depuis 9 ans. Il savait exactement où frapper. Kelsey a jeté le hot-dog et tout le monde a hurlé de rire. Mon père n'a rien fait pour l'arrêter. Cela comptait plus que les insultes. Le leadership dans une famille n'est souvent que la structure d'autorisation pour la cruauté des autres. J'ai donc mis le carton dans mon coffre, j'ai levé mon téléphone et j'ai pris la photo. Mon père m'a interpellé. Quoi? Tu collectes des preuves pour ton psy? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai prononcé mes premiers mots de la journée, non, pour plus tard. Puis je suis parti. Le silence est une chose terrifiante quand les gens sont habitués à ce que votre travail, votre pardon et votre disponibilité arrivent à la demande. Les 3 premiers jours après mon départ, personne n'a appelé parce qu'il pensait avoir gagné. C'est ainsi que fonctionne le sentiment de supériorité, il prend l'absence pour de la soumission, jusqu'à ce que la machine commence à trembler. La première fissure est apparue lundi après-midi. Un des clients municipaux de mon père a rejeté une nouvelle soumission de permis parce que le certificat d'assurance joint au dossier était expiré. Normalement, j'aurais vu l'avis, appelé le courtier, forcé une mise à jour le jour même et renvoyé le dossier avant que quiconque ne panique. Cette fois, l'email est resté dans la boîte de réception jusqu'à ce que le client mette mon père en copie directe avec les mots « Dernier délai avant réattribution du contrat ». Il m'a appelé une fois. J'ai laissé sonner. Mardi, l'abonnement au logiciel de gestion de projet s'est arrêté parce que la carte de secours n'était plus là et que la carte principale a été déclinée. Cela signifiait que les bons de travail, les mesures, les dates d'installation et les notes sur les matériaux étaient inaccessibles jusqu'à ce que quelqu'un règle le problème de facturation. Mon oncle a appelé 3 fois. Pas de message vocal. Ma sœur m'a envoyé un SMS d'une ligne, « Papa dit d'arrêter de faire ton cinéma et de te connecter ». Mercredi matin, la compagnie d'électricité a laissé un avertissement de coupure sur le compte de l'atelier. Je le sais parce que mon père m'a appelé à 7h12 du matin pour la première fois depuis des mois, en utilisant la voix qu'il réservait d'habitude aux pasteurs et aux banquiers. Ava, ma chérie, rappelle-moi quand tu auras ce message. Il y a une confusion avec le compte d'électricité. Je pense que ta carte était peut-être encore liée d'une manière ou d'une autre. On peut arranger ça. Confusion. J'ai presque admiré l'audace. Le jeudi, le ton des messages a changé. Mon oncle a envoyé un message vocal confus, bafouillant moins que d'habitude, ce qui signifiait qu'il avait vraiment peur. Il a dit qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit à la fête, et que je savais comment il était quand il buvait. Et est-ce que je pouvais s'il te plaît t'aider pour le paiement de la camionnette, parce que si l'entreprise perdait l'installation prévue pour vendredi, tout le monde allait en pâtir. Tout le monde. Le mot que les systèmes familiaux adorent le plus après avoir isolé une cible. Soudain, c'est « tout le monde ». Je n'ai toujours pas répondu. C'est le vendredi que l'histoire a éclaté. Kelsey a appelé en pleurant, ce qui m'a tout de suite indiqué que le problème était passé du désagrément professionnel à l'inconfort personnel. Elle ne pleurait jamais par principe. Elle pleurait par perturbation. Elle a dit que papa était de « méchante humeur ». Que l'oncle Dean rejetait la faute sur tout le monde. Et que grand-mère disait que Dieu punissait la maison pour son orgueil.
Elle a dit qu'elle avait besoin que je lui envoie $600 via Venmo parce que le spa où elle travaillait avait réduit ses heures, qu'elle était à court pour son loyer et que papa lui avait promis de l'aider. Mais apparemment, il y avait un problème avec la paie, elle était tellement stressée, et est-ce que je pouvais, s'il te plaît, ne pas en faire toute une histoire? Cette phrase, n'en fais pas toute une histoire. Elle m'avait suivi pendant des années comme une malédiction. N'en fais pas une histoire quand Dean faisait des blagues sur mon corps. N'en fais pas une histoire quand papa utilisait ma chambre comme espace de stockage parce que je devais être reconnaissante d'en avoir une. N'en fais pas une histoire quand Kelsey empruntait de l'argent et oubliait de rendre. N'en fais pas une histoire quand grand-mère me comparait défavorablement à des femmes de 20 ans plus jeunes avec des maris, des bébés et des robes d'église. Ma douleur était toujours l'histoire. Leur comportement n'était que la météo. Alors, j'ai posé une question à Kelsey. Est-ce que tu sais pourquoi papa ne peut pas t'aider? Elle s'est tue, avec cet air agacé de petite sœur. Cela signifiait qu'elle voulait la réponse sans la honte qui allait avec. Non, a-t-elle dit. Il n'arrête pas de dire que la trésorerie est bizarre. La trésorerie est bizarre, ai-je répété. Puis j'ai ri. Ce soir-là, elle a envoyé un autre SMS, cette fois en colère. Elle m'a accusé de punir la famille parce que j'étais vexé. Elle a dit, papa avait tout à fait le droit de te mettre dehors si tu ne contribuais pas, elle a dit, les adultes normaux paient un loyer. Je lui ai envoyé une capture d'écran, pas le dossier complet, juste un extrait de feuille de calcul montrant 3 mois de lignes de dépenses avec son nom, le nom de l'entreprise de mon père et le compte d'électricité de l'atelier. En dessous, j'ai écrit, puisque la contribution t'intéresse. Elle n'a pas répondu pendant 2 heures. Puis elle a envoyé, c'est quoi, ça? J'ai répondu, un échantillon. Samedi matin, mon père a appelé 6 fois avant midi. Au 3e message vocal, l'arrogance avait disparu. Au 5e, la colère aussi. Au 6e, il ne restait plus que de la panique en cravate. Ava, s'il te plaît. Rappelle-moi. Je te le demande en tant que père. Nous devons tirer au clair ce que tu as payé exactement et ce que tu as coupé. Dean dit que le compte fournisseur est bloqué. L'électricité de l'atelier est en attente de coupure et un des camions risque d'être saisi parce que le prélèvement de l'assurance a été rejeté. Si c'est une sorte de leçon. D'accord, leçon apprise. Appelle-moi. Leçon apprise. Intéressant. Pas d'excuses. Pas de « je suis désolé ». Pas de « nous avons eu tort ». Juste le langage managérial d'un homme découvrant que son infrastructure cachée a des sentiments. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que j'avais imaginé de 100 façons différentes au fil des ans. J'ai assemblé un dossier. Pas dramatique. Pas vindicatif. Propre. Professionnel. 31 pages. Une page de garde. Une chronologie. Les montants. Des captures d'écran. Des références de paiement. Des notes sur les interventions d'urgence. Des sections séparées pour les dépenses de l'entreprise, le soutien au foyer, les transferts directs aux membres de la famille et le travail administratif non rémunéré. À la fin, j'ai inclus une photo, la banderole de la fête suspendue au-dessus du garage pendant que ma famille riait en dessous. J'en ai imprimé 2 exemplaires, un pour moi, un pour quiconque aurait besoin de le voir. Je n'avais pas prévu de l'envoyer tout de suite, mais la vie a le sens du timing quand les gens creusent leur propre tombe. Ce dimanche-là, après l'église, ma grand-mère m'a laissé un message vocal si moralisateur qu'il aurait pu être accompagné d'une musique d'orgue. Elle a dit que l'amertume empoisonnerait mon âme. Elle a dit, ton père a peut-être parlé durement, mais il était sous pression et tu devrais avoir de la compassion. Elle a dit, humilier ta famille pour de l'argent était laid et indigne d'une dame. Elle a dit, si tu avais vraiment été généreuse, tu ne compterais pas. Je l'ai rappelé, pas parce que je voulais me disputer avec une vieille femme, mais parce que je voulais un témoin. Tu as raison, lui ai-je dit. La générosité ne compte pas. La comptabilité, oui. Elle a eu un souffle coupé. Puis j'ai dit, grand-mère, si je t'envoie la preuve que papa et Dean m'ont utilisé pour maintenir cette entreprise à flot tout en me traitant de parasite, est-ce que tu diras la vérité pour une fois, ou est-ce que tu diras que c'est déshonorant aussi? Elle n'a pas répondu à la question, ce qui était une réponse en soi. 1 heure plus tard, mon père a envoyé 3 mots par SMS, parlons maintenant, s'il te plaît. J'ai répondu par une ligne, demain, midi,
lieu public. Il a répondu instantanément, à la maison. J'ai fixé le message et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Non, ai-je tapé. Tu voulais un public quand je suis parti. Tu peux en avoir un quand tu demanderas pourquoi. Nous nous sommes retrouvés le lundi dans un restaurant au bord de l'autoroute où les routiers prenaient leur petit déjeuner et où personne ne se souciait de savoir si un homme mûr avait l'air de ne pas avoir dormi. Il est arrivé 10 minutes en avance. Je l'ai su parce que quand je me suis garé, son camion était déjà là, de travers sur sa place, comme s'il était arrivé trop vite. Dean était avec lui. Bien sûr. Les hommes comme mon oncle ne croient que les femmes sont sérieuses que lorsqu'un autre homme est présent pour éponger le choc. Aucun d'eux n'a commandé à manger. J'ai posé le dossier sur la table. Mon père l'a regardé comme si du papier pouvait l'insulter. « C'est quoi ça ?» a-t-il dit. Je l'ai fait glisser vers lui. La différence entre ton histoire et la mienne. Il a ouvert le dossier comme un homme s'attendant à des bêtises. Cette confiance a duré environ 10 secondes. Ses yeux sont tombés sur le total, puis sont revenus vers moi comme si le chiffre lui-même l'avait offensé. Dean s'est penché, a lu la première page et a marmonné « Jésus-Christ » dans sa barbe. J'avais tout organisé, il n'y avait pas de place pour le théâtre. D'abord venait le total du soutien direct sur 30 mois. Puis les catégories, puis les dépenses de l'entreprise que j'avais couvertes ou empêchées, les transferts personnels à la famille, les captures d'écran des SMS et des messages vocaux, les déclarations manquées et les pénalités que j'avais réglées. Et enfin une estimation conservatrice de mon travail non rémunéré. À la fin se trouvait la photo de la banderole. Pas de discours, pas de mélodrame, juste des faits. Mon père a tourné une page trop brusquement. C'est ridicule. Tu gonfles tout. Vraiment ? Il a désigné une ligne. Ce logiciel n'était pas pour moi. C'était pour le bureau. Oui, ai-je dit. Ton bureau, ton entreprise. Une autre page. Ces paiements de carburant étaient temporaires. 3 mois, ai-je précisé. Et tous les 3 après que tu m'aies dit que la paix était assurée. Dean était déjà devenu livide. Puis mon père a saisi l'argument le plus facile. Dans une famille, on s'entraide. Ça ne veut pas dire que tu peux agir comme un agent de recouvrement. Intéressant, ai-je répondu. Quand je vivais chez toi, tu appelais ça du parasitisme. Mais quand tu vivais de mon argent, c'est devenu la famille. Il a baissé la voix. Ne fais pas ça ici. Tu veux dire, avec des témoins, ai-je demandé. C'est toi qui m'as appris ça. Dean a tenté sa chance. Ava, ma puce, j'étais ivre à la fête. Je ne pensais pas ce que je disais. Je l'ai regardé. Tu ne t'es pas excusé quand tu as décuvé. Tu t'es excusé quand le logiciel a été coupé. Il n'a pas eu de réponse. Mon père a changé de tactique. Très bien. Disons que tu as aidé plus qu'on ne le pensait. Tu vivais quand même chez moi à 30 ans. Voilà. C'était toute sa religion. Le gîte effaçait chaque dette que je possédais. Alors j'ai dit, si j'avais payé un loyer au prix du marché à un étranger et gardé mon argent loin de ton entreprise, tu aurais perdu cet atelier il y a 1 an et demi. Si je t'avais facturé comme une cliente pour tout ce que j'ai réparé, tu serais en faillite. La seule raison pour laquelle tu as pu me traiter de parasite, c'est parce que je t'aimais en silence. Cela l'a frappé plus fort que le montant total. Il a feuilleté jusqu'à trouver la photo de la banderole. Sa posture a changé. Pas de remords. Une évaluation des risques. Tu as pris ça pour faire chanter, a-t-il dit. Non, je l'ai prise parce que je savais que tu ferais semblant que ce n'était pas si grave. Dean s'est frotté le visage. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Rien, ai-je dit. C'est la partie que vous ne comprenez toujours pas. J'ai déjà payé. J'ai juste fini. La mâchoire de mon père s'est crispée. Tu ne peux pas partir et laisser tout s'effondrer à cause d'une rancune. J'ai répondu calmement, je n'ai pas quitté la maison par rancune. Je suis parti parce que ton manque de respect a fini par coûter plus cher que ma loyauté. Cela l'a fait taire quelques secondes. Puis il a posé la question qui l'intéressait vraiment, qu'est-ce que tu peux rétablir? Pas de, est-ce que tu vas bien? Pas de, on a eu tort. Juste de l'opérationnel. J'ai répondu honnêtement.
Certaines choses peuvent être réparées. D'autres non. Quelques comptes fournisseurs pourraient rouvrir avec des cautions. L'électricité de l'atelier pourra probablement rester si tu paies. L'assurance du camion coûtera plus cher maintenant. Et au moins 2 clients sont déjà perdus parce que personne n'était là pour réécrire tes emails en anglais professionnel. Cela l'a piqué plus vivement que l'argent. Tu t'amuses, là, a-t-il dit. Non, j'ai dit que j'aurais aimé que tu t'en rendes compte avant d'en arriver là. Puis il a pris sa voix de veuf. Il a dit que la vie était dure depuis la mort de ma mère. Il a dit qu'il avait fait des erreurs. Il a dit que nous ne devrions pas être assis ici comme des ennemis. J'ai presque cru à la forme, mais pas au fond. La douleur l'expliquait, mais elle ne l'excusait jamais. Nous faisons cela comme des ennemis, ai-je dit, parce que tu as organisé une fête quand tu as pensé que tu n'avais plus besoin de moi. La douceur a disparu. Alors, qu'est-ce que tu veux? Des excuses. Cela semblait le blesser plus que tout. Puis il a abattu sa dernière carte. Il a énuméré tous les autres. Grand-mère, Kelsey, Dean. Leurs besoins étaient censés redevenir mon devoir. J'ai sorti une seconde enveloppe et je l'ai posée à côté du dossier. À l'intérieur se trouvait une liste de comptables, un service de résolution fiscale, un programme d'aide aux services publics et un avocat spécialisé en petites entreprises. C'est quoi ça? Des ressources, ai-je dit. C'est tout ce que j'offre. Je me suis levé. Il m'a arrêté avec une dernière menace, si tu pars maintenant, n'espère pas revenir quand les choses s'arrangeront. J'ai ramassé mes clés. Papa, la seule raison pour laquelle les choses se sont un jour arrangées dans cette famille, c'est parce que j'étais derrière vous pour vous pousser. Puis je suis parti. Je pensais que cette rencontre était la fin. Ce n'était pas le cas. Quand vous cessez d'être la poutre de soutien cachée d'une famille toxique, l'effondrement se produit par étapes. Quelques jours plus tard, ma grand-mère a appelé, non pas pour s'excuser, mais pour négocier. Elle a dit que, tout le monde s'était mal comporté, ce qui, en langage familial, signifie que la personne qui possède les preuves est sommée de partager le blâme avec ceux qui ont causé les dégâts. Elle voulait que je revienne pour une discussion calme, en bon chrétien. J'ai demandé si la banderole était très chrétienne. Elle a ignoré la question et est passée aux problèmes commerciaux. Un camion était immobilisé car l'assurance était caduque. Un client retenait un paiement. Si l'entreprise coulait, disait-elle, cela ferait mal à toute la famille. C'était déjà le cas. Puis elle a utilisé ma mère. Elle a dit que maman détesterait cette division. Cette phrase me brisait autrefois. Cette fois, non. Non, ai-je dit. Maman détesterait que sa fille ait été humiliée en public par des gens qui vivaient à ses crochets. Pour une fois, ma grand-mère n'a rien trouvé à répondre. Puis Kelsey s'est présentée à mon appartement dans le Colorado. Elle avait l'air épuisée, dépouillée de tout le vernis qu'elle portait d'habitude comme une armure. Au début, elle a fait la conversation, mais elle a fini par admettre la vérité. L'entreprise de papa tombait en morceaux. Dean avait manqué des gardes. Une imprimante avait été vendue. Grand-mère était furieuse à cause de l'argent. Et papa répétait que tout pourrait être arrangé si je cessais d'être têtu. Puis elle a dit quelque chose d'important, j'ai été horrible avec toi. Pas d'excuses, pas de mise en scène, juste la phrase. Elle a admis que le coup du hot-dog était dégoûtant. Elle a dit qu'elle s'était jointe au mouvement parce que papa était content et qu'elle voulait, pour une fois, être du bon côté de lui. Puis elle a dit la partie qui a changé ma vision de tout. Quand tu étais là, il dirigeait la majeure partie de ses attaques vers toi, a-t-elle dit. Maintenant que tu n'es plus là, il s'en prend à tout le monde. C'était le système résumé en une phrase. Les familles comme les nôtres restent stables en jetant une personne en pâture à l'attention. Retirez cette personne et le poison se répand. Je lui ai demandé si elle avait vraiment cru que j'étais une parasite. Elle a baissé les yeux. Non, je savais que tu aidais. Je ne savais juste pas à quel point. Et si j'admettais que papa mentait, tout devenait effrayant dans cette maison. Lâche, honnête, humain, pas assez pour effacer le passé, mais c'était plus de vérité que je n'en avais jamais entendu de la part de quiconque. Je l'ai laissé rester une nuit. Mon père, de son côté, a pris la direction opposée. Il m'a envoyé par email un document intitulé « Proposition de résolution familiale », m'offrant un rôle de consultante contractuelle de 90 jours pour stabiliser les opérations.
La rémunération pourrait être discutée plus tard, une fois que la trésorerie se serait améliorée. En bas, il a écrit que cela me donnerait aussi une chance de restaurer la confiance. Restaurer la confiance. J'ai éclaté de rire. J'ai répondu en 4 phrases, je ne reviendrai pas. Je ne fournirai pas de travail non rémunéré ou différé. Ne me contactez plus pour un soutien professionnel. Les futures communications devront être respectueuses et d'ordre personnel uniquement. Il a répondu presque instantanément, alors c'est ça. Tu regardes ton père tout perdre. J'ai fixé le message longtemps parce que c'était le crochet planté le plus profondément en moi. Les enfants comme moi sont dressés à croire que si un parent coule, nous devons devenir une bouée de sauvetage. Finalement, j'ai répondu, tu ne perds pas tout parce que je suis parti. Tu perds tout parce que tu as construit une vie qui ne fonctionnait que tant que quelqu'un que tu méprisais continuait à la porter. Il n'a jamais répondu. Un mois plus tard, ma grand-mère m'a renvoyé par la poste un plat à gratin que j'avais laissé à la maison des années plus tôt. Pas de mots, juste le plat. Comme si rendre de la verrerie rétablissait l'équilibre moral. J'ai ri si fort que j'ai dû m'asseoir. Puis Kelsey a envoyé un SMS disant que la maison allait être mise en vente, pas parce que mon père voulait déménager, mais parce qu'il y était obligé. Elle a envoyé un dernier message après cela, il n'arrête pas de dire que tu l'as ruiné. J'ai répondu immédiatement, non, j'ai arrêté de le protéger de ce qu'il a lui-même construit. Elle a répondu par 3 mots, je le sais maintenant. La maison s'est vendue en dessous du prix demandé à la fin de l'été. Je le sais parce que les archives publiques sont d'une précision brutale et parce que tourner la page ressemble parfois moins à un grand discours qu'à un site web de comté confirmant que la maison où vous avez appris le silence appartient désormais à des inconnus. Kelsey m'a envoyé une photo floue du camion de déménagement. Grand-mère a emménagé chez un cousin. Dean dormait sur le canapé d'un ami. Mon père a loué un endroit plus petit près de la zone industrielle et a essayé de maintenir l'entreprise en vie. Mes 2 comptes majeurs étaient perdus et un fournisseur exigeait désormais un paiement comptant. Je n'y suis pas retourné. Cela comptait plus que tout. La vraie vengeance n'était pas de rester debout au-dessus des décombres. C'était de construire une vie qui n'avait plus besoin de leur reconnaissance. Le Colorado me convenait. Un contrat en a amené d'autres. Puis des recommandations. Puis une SARL avec des acomptes à la commande et de vraies limites. J'ai loué un endroit plus grand, j'ai acheté une Subaru d'occasion en liquide, j'ai appris ce que c'était que de dîner quand personne ne fabriquait une crise dans la pièce d'à côté. La paix m'a semblé étrange au début. Les familles toxiques vous apprennent à vous méfier du calme. Environ 5 mois après la vente, mon père a appelé d'un numéro inconnu. Il a immédiatement précisé qu'il n'appelait pas pour de l'argent, ce qui me prouvait qu'il savait exactement ce que j'allais penser. Puis il a dit qu'il avait trouvé une des fiches de recettes de ma mère en faisant ses cartons et qu'il s'était dit que je la voudrais peut-être. C'était la première chose qu'il m'offrait depuis des années qui n'était pas accompagnée d'une exigence. Tu peux me l'envoyer par la poste, ai-je dit. Il y a eu un silence. Puis il a demandé doucement, tu pensais vraiment que j'étais si cruel? J'aurais pu répondre de 100 façons. À la place, j'ai dit, tu l'as accroché au-dessus du garage, papa. Il a expiré. C'est tout. La fiche de recette est arrivée 4 jours plus tard. Tourte au poulet, écrite de la main de ma mère avec une petite note en bas, laisse cuire plus longtemps si Richard se plaint. J'ai ri si soudainement que j'en ai pleuré. Je l'ai encadré. Les gens me demandent encore si je regrette de ne pas avoir aidé une dernière fois. La question semble gentille, mais elle cache le même vieux piège. Elle suppose que la personne la plus morale de l'histoire est celle qui se sacrifie encore une fois. Je ne crois plus à cela. Si quelqu'un ne vous appelle, famille, que lorsqu'il a besoin de votre travail, de votre argent ou de votre silence, il ne protège pas une relation. Il protège un système. Si un parent a besoin que vous soyez petit pour qu'il puisse se sentir grand, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Et si toute une maisonnée peut rire pendant que vous êtes humilié, puis paniquer quand votre soutien disparaît, cette panique est votre réponse. Je n'ai jamais été la parasite. J'étais la paix cachée, la solution de minuit, le tampon entre le chaos et les conséquences. La plus grande erreur de mon père n'a pas été d'organiser cette fête. C'était de croire que la personne qui l'humiliait continuerait à payer l'électricité après. Le dernier message que j'ai reçu de Dean est arrivé le soir du Nouvel An. Tu avais raison. Pas de ponctuation, pas d'excuses, juste ça. Je n'ai pas répondu.
Kelsey et moi nous parlons maintenant avec prudence, pas comme des sœurs de cinéma. Plutôt comme deux femmes qui testent si l'honnêteté peut pousser là où la compétition régnait autrefois. Elle a quitté l'Arizona elle aussi. Elle a trouvé un emploi plus stable. Parfois, elle m'appelle pour des questions d'adultes d'ordre pratique, et je réponds quand je le choisis. Cette distinction est capitale. J'ai toujours la photo. La banderole au-dessus du garage. La fumée du barbecue. Mon père dans son tablier ridicule. Dean à moitié ivre sur la terrasse. Kelsey en train de rire. Ils étaient tous certains d'immortaliser mon humiliation. Ce qu'ils ont en réalité capturé, c'est la dernière seconde avant que leur filet de sécurité ne monte dans sa voiture et ne disparaisse. Alors non, je ne regrette pas d'être parti. Je regrette d'être resté assez longtemps pour confondre être utilisé et être aimé. Mais je ne regretterai jamais la photo, le silence, le dossier, la distance ou le jour où j'ai enfin compris la différence. Mon père m'a supplié 2 semaines plus tard. À ce moment-là, il était déjà trop tard.